m'appelle Nicole Dargère et je réside à Langley, en Colombie-Britannique. Je suis traductrice. Ça fait plusieurs années que j'ai donc démarré une compagnie qui s'appelle Translation par Excellence. Nicole Dargère, vous êtes française d'origine, mais vous vivez en Colombie-Britannique. Déjà, qu'est-ce qui vous a amené jusque dans l'ouest du Canada? Eh bien, à l'époque, quand j'ai immigré au Canada, je travaillais dans une compagnie française près de Lyon. Je suis originaire d'une petite commune qui s'appelle la Tour de Salvagny et qui se trouve à environ une douzaine de kilomètres de Lyon. Et donc, je travaillais pour une compagnie canadienne qui vendait des produits de beauté. Et au bout de quelques années, mon patron, qui était donc canadien, m'avait demandé si ça m'intéressait de venir travailler dans le siège social qui se trouvait à Toronto. Et puis, j'ai voulu saisir cette opportunité pour découvrir le Canada, car pour moi, le Canada, et pour la plupart des Français, le Canada, c'est la terre promise. Oui. Donc, je suis arrivée au Canada de cette façon-là, par une compagnie. Alors, vous vous étiez arrêté à Toronto pour quelque temps, mais vous avez choisi de filer plus vers l'ouest. Donc, vous vivez à Langley, en banlieue de Vancouver, une banlieue quand même assez éloignée, une cinquantaine de kilomètres. Oui, C'est comment la vie en Colombie-Britannique? la vie est, pour moi, j'ai toujours eu l'impression, en tant que Française, bien sûr, d'être en vacances ici, vous voyez, parce Oui. que la vie est calme, les gens sont cool, c'est-à-dire que la vie est agréable, vous voyez, c'est différent de la vie française. J'aime aussi la vie en France, mais c'est très différent. Et puis, comme j'aime beaucoup la nature, on peut faire de belles balades. On peut, par exemple, dans une journée à Vancouver, faire du ski sur les montagnes ou descendre et puis nager sur la plage le même jour, au mois de juillet ou au mois de juin. C'est bien possible. Vous avez découvert la vie en Colombie-Britannique, vous avez découvert également la culture des Britanno-Colombiens et vous avez découvert l'univers autochtone, hein, les premiers peuples, les premières nations et des gens que vous avez appris à connaître à travers leur culture et à travers leur art également. Exactement. D'ailleurs, dès que je suis arrivée à Vancouver, je pense le lendemain matin, je suis allée faire une promenade dans le superbe beau parc Stanley, qui se trouve donc dans le centre de Vancouver. Et là, tout de suite, j'ai découvert déjà l'art autochtone qui se trouvait là, avec les superbes totems qui sont encore là d'ailleurs. Au Oui. fil des années, ils ont bien été conservés. Et on peut voir tout cet art un peu de partout dans la province, en fait. Et pour moi, c'était vraiment comme quelque chose d'extraordinaire, parce qu'en France, bien sûr, nous n'avions pas ce genre de choses-là, les totems, les masques, les canoës en cèdre, et puis tout cet art indien que j'ai pu aussi découvrir dans les musées, comme le musée de l'anthropologie qui se trouve près de l'université de la Colombie-Britannique. C'est un musée, mais d'une beauté extraordinaire, où on peut vraiment voir tout l'art indien, comme par exemple l'art de Bill Reed, qui est exceptionnel, et aussi d'autres aborigènes, bien sûr. Donc pour moi, ça a été vraiment une découverte, et je me suis toujours intéressée à ces peuples-là, en essayant de participer à leurs manifestations ou leurs célébrations, c'est-à-dire en allant voir leur power à chaque fois qu'il y en avait, et voir les danses, les costumes, l'art indien est non seulement fait avec du bois de cèdre, mais aussi, par exemple, les bijoux. Les bijoux sont exceptionnels, et j'en ai une petite collection chez moi. Voilà. Et vous vous êtes inspiré donc des autochtones, des Premières Nations pour écrire, puisque oui, vous êtes traductrice, mais vous êtes aussi devenue écrivaine. Vous avez signé un ouvrage qui s'appelle Mystery Valley ou Le secret du peuple de la rivière. C'est publié chez l'Harmattan à Paris. Oui. Ça raconte donc l'histoire d'une tribu autochtone? Oui, c'est bien ça. Et j'ai choisi une tribu autochtone qui vivait sur les rives
Springs, il existe une légende. C'est la légende du Sasquatch. Et c'est marrant parce que quand je rentre en France, chaque fois que je rentre en France, toutes les années, je pose toujours la question aux Français, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Sasquatch? Et les Français n'ont aucune idée. Alors je me suis dit, tiens, ça pourrait faire un roman intéressant. Et puis lorsque j'ai commencé d'écrire mon ouvrage, je l'ai fait, si vous voulez, un petit peu pour moi, pour ma famille, pour mes amis. Et puis je ne pensais pas vraiment en faire une œuvre, enfin une œuvre, si on peut dire, littéraire qui serait publiée. Et lorsque mes amis l'ont lu, ma famille, ils m'ont vraiment encouragée. Et ils m'ont dit, pourquoi tu n'essaierais pas de faire publier ton ouvrage? Parce que on apprend tellement de choses au sujet de cette culture qui nous est méconnue. Parce que les Français sont friands, vous savez, de tout ce qui est indien. Pour eux, c'est les Indiens, vous voyez, les Indiens du Canada, les Indiens des États-Unis. Et donc, si vous voulez, ça leur donne une petite... C'est un roman d'ouverture qui leur permet de voir un petit peu comment vivaient ces peuples-là vers la fin du 19e siècle. Ah, c'est là que vous avez situé donc votre histoire, fin du 19e siècle. Fin du 19e siècle, de façon à pouvoir intégrer... j'ai essayé de décrire un petit peu la façon dont ils vivaient, c'est-à-dire la façon dont ils construisaient leur longue maison. Parce qu'il faut dire, ça aussi c'était une découverte pour les Français parce qu'ils ne pensaient pas que nos Indiens pouvaient vivre dans des longues maisons. Ils pensaient qu'ils vivaient tous sous des tipis. Oui. Oui, c'est ça. Oui, alors, oui, oui. que les Amérindiens qui vivent près des lacs ou qui vivent près des rivières ou des océans, eux n'avaient pas besoin de vivre sous des tipis parce que la nourriture était juste à proximité, c'est-à-dire qu'ils étaient des pêcheurs. Ils pêchaient le saumon, les œufs de la canne, enfin, ils se nourrissaient de tout ce qui provenait des lacs, océans ou rivières. Par contre, ce que je leur ai expliqué, c'est que les Indiens des plaines, eux, vivaient sous des tipis parce qu'ils étaient obligés de chasser, c'est-à-dire qu'ils chassaient le bison ou ils étaient obligés de se nourrir en chassant. Donc c'était un peuple qui devait être mobile. Donc si vous voulez, ils suivaient les troupeaux. Voilà. Donc c'est pour ça que... Et en faisant ce roman, j'ai décrit donc la façon que la tribu des Chehalis vivait sur cette rivière en intégrant bien sûr cette légende du Sasquatch. Oui, une tribu qui a réellement existé, les Chehalis. Bien sûr, et qui existe encore de nos jours. Oui. Maintenant, ils ont changé un petit peu leur nom. On les appelle les Stehalias. Alors, ça s'écrit un petit peu différent et ça se prononce un petit peu différemment aussi, mais c'est la même chose. Ils existent encore et il existe un peuple, environ, pas tout à fait 1000 personnes qui vit encore près de Harrison Hot Springs. Bien sûr, de nos jours, ils ne vivent plus dans les longues maisons, ils vivent dans des maisons ordinaires comme les nôtres, bien sûr. Oui. Mais ce peuple existe toujours. Alors si cette tribu autochtone existe, le Sasquatch, lui, il n'existe pas, c'est une créature mythique, on l'appelle aussi Bigfoot, hein, c'est bien ça? Oui, Bigfoot, il est connu sous le nom de Yeti, Oui. aussi, ou sous le nom de l'abominable homme des neiges. Mais bien sûr, il a été vu par certaines personnes à travers le monde, même encore de nos jours, vous voyez. Et le peuple que je décris, eux, l'avaient, je pense, l'avaient vu, vous voyez. Ils l'avaient vu et ils pensaient qu'il existait vraiment. Et pour eux, le Sasquatch, ils n'en avaient pas peur, vous voyez. Ils le considéraient comme un frère, tandis que les hommes blancs qui habitaient à Harrison Hot Springs, Oui. eux, ils en avaient peur, ils le redoutaient. Oui, oui, oui. D'ailleurs, dans votre ouvrage, la doyenne de la tribu va découvrir donc le Sasquatch et va s'en faire un ami, en fait. Ils vont créer des liens ensemble. Des liens très solides, voilà. Luyana, c'était donc la doyenne de la tribu qui découvre sur les berges de la rivière une petite créature qu'elle ne reconnaît pas d'ailleurs, elle ne sait pas de quoi il s'agit. Vous voyez, puis elle l'emmène dans son camp en cachette, elle ne veut pas le montrer au reste de la tribu parce que, bon, elle avait peur que les autres lui demandent peut-être de ne pas le garder, vous voyez. Oui. Et
aussi du mystère. C'est un Oui. roman à plusieurs mystères, si vous voulez, qui se découvrent un petit peu en allant, en progressant vers la fin, le dénouement de l'histoire. Alors ça s'appelle Mystery Valley ou le secret du peuple de la rivière. C'est publié chez l'Harmattan à Paris. En Oui. fait, grâce à vous, on va découvrir une province, la Colombie-Britannique, et on va découvrir une culture, la culture autochtone du Canada. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bien sûr, j'ai adapté et puis j'ai romantisé aussi, bien sûr. On ne peut pas exactement décrire exactement, donc il a fallu que je romantise un petit peu mon ouvrage. J'ai adapté aussi les légendes. Ces légendes-là m'ont été communiquées par des personnes autochtones qui m'ont donné la permission de les reproduire, mais je les ai bien sûr adaptées à mon ouvrage. C'est un roman d'ouverture, comme je disais, et puis j'espère aussi qu'un jour, ce fameux Sasquatch va pouvoir être découvert, finalement, parce que personnellement, personnellement, je me suis tellement identifiée au rôle de Luyana que pour moi, si vous voulez, ce Sasquatch existe vraiment. La preuve, c'est que je l'ai élevé. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui de votre livre Mystery Valley ou le secret du peuple de la rivière. Merci.